Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Toujours depuis Mont-Saint-Hilaire. La semaine dernière, nous étions ici et l'émission a duré à peine 23 minutes alors qu'on devait vous présenter un court reportage sur le congrès qui avait eu lieu le même jour à Montréal sur le phénomène extraterrestre. Alors, cette semaine, samedi le 28 août, voici le Vidéorandia numéro 35, entièrement consacré à ce congrès ufologique. Conception, animation et montage, Richard Glenn. Nos invités, M. Yann Vadnet et André Pitre de Lux Media, qui, pour les abonnés au club créé du mois de septembre, auront l'occasion d'entendre ses confidences. Et pour le Vidéorandia, nous sommes en reportage, l'arrière-plan, si on veut, de ce congrès. Ne manquez pas d'aller voir le complément surprenant de Gilles Surprenant, dont le lien est ici disponible en haut de tous les commentaires. Premier commentaire épinglé en haut, ici sous le Vidéorandia numéro 35 sur YouTube. Alors à Montréal, tel qu'annoncé par Yann Vadnet, directeur fondateur du groupement Garpan, voici ce qu'il appelle la conférence de presse internationale. Nous voici à Lux Media, les studios de Lux Media. Ben oui. Salut. Ça arrive juste à temps. Es-tu Ben accompagné? Oui. Non. OK. Bonjour, monsieur André Pitre. Oh mon Dieu, bonjour, monsieur Glenn, comment allez-vous? Un fantôme. Ça va bien? Ça va très bien. oui, Hey, je suis content de te voir. Hein. moi aussi, Félicitations. Hein. Merci. Vraiment. Je me suis pas gêné de te dire que je suivais tes émissions. Ah bon? J'ai stationné sur la rue ici. Moi, je suivais vos émissions aussi. Ben oui. Mais depuis longtemps, là. Dis-moi, l'auto, es-tu correct, là? Si elle est devant, oui. Elle est devant ici. Oui. OK. Il n'y a pas de problème. Bon, parfait. Merci. Bonjour. Allô, comment ça va? Geneviève n'est pas venue? Non, elle n'est pas venue parce qu'il fait tellement chaud. Puis ici, on disait qu'il n'y avait pas d'air climatisé, mais... Ouais, ben, en fait, je ne peux pas faire marcher. Ben, pas pire. Ah, OK, c'est parce que... On passerait trop de bruit. Ah, oui, c'est ça, OK. C'est qu'on n'a pas de clim, ils ont donné 2 unités. Ah, OK. Ah, c'est bien. Bon, ben moi, je suis venu ici pour... Vous n'avez pas le soir où vous voulez. Dites-moi où vous voulez, là. Ben, c'est toi qui vas me dire où je peux. Ah, mon Dieu. Vous pouvez être à côté de moi si vous voulez. Ben, tu sais que moi, je suis là pour faire le backstage, hein? Oui. OK. Ah ben alors, ça c'est rien, t'as pas juste backstage que ça. Est-ce qu'on peut vous offrir quelque chose à boire? Ben, pas tout de suite. Pas tout de suite, là, je suis correct. Parce que là, c'est l'heure bientôt. On va être là bientôt, oui. Monsieur Glenn, j'ai Oui. trouvé ici pour avoir un café. Oh, j'en ai pris un gros, mais de l'eau, ça On va a être du bienvenu. décaf, si vous voulez. Oui, mais ça va être bienvenu. Oui, non. Puis, un peu nerveuse? Un petit peu. Oui, hein? Fait que... Ah, c'est ça, ton écran en arrière, c'est un projecteur. C'est 2 projecteurs. 2 On va regarder projecteurs. au plafond, c'est 2 Ouais, projecteurs oui, qui travaillent ensemble. Hey, merveilleux. Et je vais vous montrer le logiciel qu'on utilise. On voit Parce pas que c'est du un tout de séparation entre les deux, c'est bon? Non, ben ça a pris 6 semaines d'ajustement. Oui. Alors, je vais vous montrer le logiciel. Allô, Julie? Bonjour. Ben oui, là, Julie des cheveux bleus est Ça, c'est là. la salle des machines. Et le logiciel, on a 2 ordi ici. Ça, c'est le logiciel qui mappe ce qu'il y a derrière. Ouais. Donc, Ouais. c'est vraiment, c'est 600 € ce logiciel-là. Et lui, il prend, vous voyez, chaque carré a été ajusté pour, parce que le mur est rond, hein. Oui, Puis oui, un projecteur, ça projette sur un mur droit. normalement, Alors, il ouais. faut mapper. Ah, Seigneur, Ça a ouais. pris 6 semaines d'ajustement. Ben, le résultat est extraordinaire. Oui, on a des très bons techniciens. En lui disant, c'est quoi la différence? Ok, parfait. Oh, comme la clim. Désolé. Bon, alors que le Saint-Louis soit-il soit avec nous. Moi, je suis prêt à partir. Un petit peu, laisse-moi juste vérifier si tout est beau ici. Tout est beau.
Parfait. Alors, dites-moi quand vous êtes prêts. OK, dans 5, 4, 3, 2, c'est parti. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence de presse internationale organisée par le GARPAN, Ananda Bosman et Alfred Lambremont-Weber. Aujourd'hui, vous allez assister à un événement très spécial qui sera finalement multilingue. Ici, au studio de Montréal, ça sera surtout en français et en anglais. Nous parlerons en français majoritairement, mais certains des intervenants vont s'exprimer en anglais. Il faut savoir que cet événement a été coordonné avec une trentaine de participants de 10 pays et que l'événement sera simultané dans 3 villes, à savoir Montréal au Canada, Vancouver au Canada, pour la section anglophone, et pour la section hispanophone, ça sera Buenos Aires en Argentine, qui sera animé par Alfred Lambremont-Weber et Danny Moroney. Pour nous, ici à Montréal, comme je vous dis, on va commencer avec des vidéos que les gens ont préenregistrées. Nous avons fait appel à ce qu'on appelle la communauté des ufologues. On a surtout fait appel à des gens qui travaillent en ufologie de façon un petit peu plus élevée que le niveau amateur, fait que des gens qui travaillent en milieu universitaire, des scientifiques, pour répondre à une grande question, finalement. Ce qui est arrivé, c'est qu'en début d'année, le Congrès américain a passé une loi qui demandait à ce que le département de la Défense américaine révèle dans les 180 jours suivants des informations sur leur rapport OVNI. Alors, c'était une loi qui était passée. Le département de la Défense américaine devait répondre à cela. Ils ont donc publié le 25 juin dernier un rapport préliminaire. Alors, ils n'ont pas révélé le rapport complet. Et comme nous nous étions préparés à répondre au rapport complet, nous n'avons pas changé nos plans. Nous sommes le 21 août et une trentaine de personnes vont répondre directement au gouvernement américain qui demandait à avoir de l'information sur ces sujets controversés. Et par le fait même, nous répondons au département de la Défense ainsi qu'à l'unité d'études des OVNI des États-Unis qui s'appelle le UAP Task Force. Alors, pour la séance d'aujourd'hui, je vais être accompagné d'une de mes collègues qui s'appelle Caroline Mayou, au studio aussi qu'on connaît. Je lui laisse la parole pour se présenter. Oui, bonjour. Alors moi, je termine un diplôme bientôt en exopolitique. Puis une des grandes questions qu'on pose en exopolitique, en fait, c'est que on va aller dire qu'on n'a plus besoin de prouver qu'il y a une présence extraterrestre sur notre planète et que les extraterrestres existent, mais ils prennent pour acquis que cela existe. Et les grandes questions qui sont couvertes, c'est vraiment la démocratie citoyenne avec les autres civilisations. Alors, je suis vraiment contente de cet événement aujourd'hui, puis je suis certaine que les discours que vous allez entendre vont être fascinants et que ça peut ouvrir vraiment la conscience sur ces grandes questions que pose la divulgation du fait extraterrestre sur notre planète et la démocratie citoyenne avec eux. Alors, les échanges qu'on peut avoir et l'implication que cela amène. Et des informations sûrement sur les différents groupes qui existent au niveau extraterrestre et chez ceux qui sont déjà présents ici. Alors, merci. Comme vous pouvez le voir par le discours de ma collègue Caroline, vous allez voir en cours d'émission, nous n'avons pas nécessairement les mêmes positions. Pour ma part, on me considère un ufologue très sceptique. Alors, moi, je vois un petit peu les choses autrement. Néanmoins, à la base, on sait qu'il y a un phénomène énigmatique qui titille même les autorités depuis des décennies. Alors, il y a un phénomène, à savoir exactement ce que c'est débattable. Je mentionne au passage que je fais aussi partie des sceptiques du Québec pour justifier un petit peu mon approche qui se veut très rigoureuse. Pour l'événement d'aujourd'hui, je tiens aussi à mentionner quelques mots sur mes 2 collaborateurs qui avons monté cet événement, mes co-organisateurs, à savoir d'abord M. Ananda Bosman, qui est un conférencier international depuis plus de 30 ans, qui est connu à l'international, qui a travaillé dans de nombreux pays. Il est maintenant en processus d'immigration au Canada et il sera à Vancouver pour animer la section anglophone. Les gens qui suivent l'événement, qui veulent vérifier les 3 événements qui se passent en simultané, vous pouvez aller sur notre site garpan.ca et le premier article, vous allez voir toutes les références pour visiter chacun des studios. Le troisième co-organisateur avec nous, c'est M. Alfred Lambremont-Weber,
qui a 79 ans ou 82 ans, mais c'est quelqu'un de fort connu. Rappelons quand même 3 ordres de fait sur cet homme assez exceptionnel. C'est lui qui a parti le mouvement exopolitics.com dans les années 90. C'est aussi le monsieur qui, en 1976, a été appelé directement par le futur président Jimmy Carter pour se joindre à sa future administration qui commençait en 1977. Et M. Alfred Lambremont-Weber avait été invité par le président Carter pour coordonner le comité de la question extraterrestre pour l'administration Carter. Entre-temps, M. Lambremont-Weber est toujours une personnalité fort éminente. Il est surtout un juge et il siège depuis 2007, je crois, à la Cour criminelle internationale de Kuala Lumpur. Vous savez, la Cour internationale qui a jugé George Bush et Tony Blair pour crimes de guerre, qui a aussi jugé l'État d'Israël. Présentement, il travaille surtout sur la question du COVID. Alors, en tout cas, tout ça pour dire que je suis fort honoré d'avoir pu organiser cet événement avec des gens si honorables. D'ailleurs, nous allons commencer avec une première vidéo qui est la vidéo d'introduction qui sera en anglais. Nous en sommes un petit peu désolés, mais c'est le discours introductif de M. Ananda Bosman qui met bien la table sur qu'est-ce qui se passe par rapport au Pentagone, par rapport aux ovnis, par rapport au rapport qui était attendu, puis aussi le rapport qui n'a pas été publié. Alors, ça a fait de grandes réactions politiques au sein des sénateurs, des membres du Congrès américain. Ce n'est pas mon expertise. Alors, on va écouter M. Ananda Bosman qui nous explique cette situation. Mesdames et messieurs, membres de la presse et de la communauté militaire et des renseignements, c'est officiel. Voici, nous avons des ovnis, c'est réel. Les PAN, phénomènes aériens non identifiés, qui ont été détectés, 144 d'entre eux ont été analysés, un a été identifié, 80 avec les derniers équipements de la US Navy. Ça leur a été donné en mars 2019 pour utiliser et 18 d'entre eux ont démontré plusieurs formes de physique exotique. 11 ont pratiquement créé des incidents aériens. Ainsi, le monde a changé. Les ovnis sont réels. Cela on termine avec la stigmatisation. Alors, c'est un tout petit changement pour le monde de l'ufologie, mais pour le monde, c'est un grand changement. Maintenant, les scientifiques peuvent commencer à examiner, étudier les ovnis sans perdre leur crédibilité. Les pilotes, selon ce rapport, on encourage les pilotes à rapporter toutes les observations des phénomènes aériens non identifiés. Et pour les militaires et pour les pilotes, c'est devenu quelque chose dont on peut parler librement avec des implications. Voilà, ce tout petit changement, pour certains, a vraiment changé ce domaine d'études. Maintenant, la communauté ufologique peut utiliser la méthode scientifique, la révision par les pairs, de façon à ce que nous puissions présenter les données. C'est un énoncé indépendant que nous vous présentons de la part de la communauté ufologique et académique civile internationale. En réponse au rapport du Pentagone, du ministère de la Défense, ainsi que de la UAP Task Force, c'est leur rapport préliminaire qui nous a été présenté. Voilà, je donnerai des détails sous-jacents à ce qui s'est passé. Ce n'est pas une coïncidence, cela a été orchestré depuis longtemps par des individus dédiés au sein des forces militaires, des renseignements et de la communauté gouvernementale, avec des chercheurs également. Alors,
Il y a des gens de plusieurs pays qui vont faire la revue scientifique. Il y a un panéliste de plusieurs segments de l'ufologie. C'est un énoncé indépendant présenté à la presse, à la communauté militaire et des renseignements, parce que nous entrons tous dans une nouvelle réalité. Merci. Re-bienvenue en studio, mesdames et messieurs. Alors, suite à ce discours fort éloquent de Ananda Bosman en anglais, qui résumait fort bien l'ensemble de l'événement, les préparatifs, les participants, pour notre part, aujourd'hui, c'est un très grand jour parce que c'est le lancement de nos actes de colloque, un livre de 620 pages avec 20 contributeurs d'une dizaine de pays. C'était l'événement que nous avions organisé en 2018 à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Alors, c'était le second colloque académique sur les recherches ovniologiques au Canada. C'est une démonstration un petit peu de ce que nous apportons à ce domaine, nous au Garpan ainsi que nos collaborateurs, mais qui résonne aussi avec l'événement d'aujourd'hui qui se veut une réponse au Pentagone, mais de la part des chercheurs en ufologie. Maintenant, on va passer à la première grande vidéo avec une dizaine d'intervenants, des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que moi finalement en ufologie, des gens qui ont une longue carrière gouvernementale aux États-Unis. On va entendre James Lowe, Chris Stiles, José Bouillon de France, Chris Rutkowski du Canada, Jack Sarfati des États-Unis. On va aussi entendre Nancy Dutertre, qui est une Américaine française. Fort intéressant ce qu'elle dira. Ensuite de ça, le grand spécialiste de l'ufologie suédoise, Claes Svahn, qui représente les Archives for the Unexplained, qui est le principal centre d'archives ufologiques et de l'inexpliqué au monde. C'est en Suède. On va aussi recevoir un des directeurs du CESU, un des principaux centres d'études en Italie, avec Eduardo Russo, et finalement le représentant de UFO BC au Canada. Alors, tous ces gens-là que je viens de nommer, c'est des gens qui, d'une certaine façon, sont mes maîtres, mes professeurs, des gens qui ont une grande expérience en ufologie. Ce sera surtout des discours en anglais. Plus tard dans l'émission, on va revenir avec des discours plus en français. Alors, je vous souhaite une bonne écoute, mesdames et messieurs. Je suis James Lobb. Je suis avocat à la retraite aux États-Unis qui a travaillé avec les représentants du gouvernement pendant des années. J'ai également donné des cours sur la prise de décision à l'Université de San Diego, Université des affaires publiques. Mon parcours a fait en sorte que j'ai amené un livre sur les ovnis, sur le phénomène des PAN. Des copies de mon livre ont été envoyées à l'administration Biden, aux membres du Congrès et à tous les membres de la communauté qui pouvaient recevoir ce rapport sur les PAN. En juin 2015, l'ODNI a présenté ce rapport à des comités des renseignements. Tel qu'attendu, ce rapport qui a été présenté soulève plus de questions que de réponses. Malheureusement, ça ne considère que des incidents entre novembre 2004 et mars 2021. La majorité étaient des observations visuelles confirmées par des données électroniques. Le Congrès va recevoir une mise à jour en septembre, le 23 septembre, en utilisant les mêmes critères. Alors, ces limites dans les preuves ne donneront pas au Congrès les réponses. Ces limites suivent une trame de résistance à la divulgation. Le Congrès doit réexaminer les cas passés ainsi que les preuves pour trouver les bonnes réponses. Cependant, le rapport a contenu plusieurs de ces preuves factuelles. Ils ont trouvé que les PAN sont des objets physiques détectés par plusieurs dispositifs. C'est une admission historiquement significative. Pour l'avenir, ça signifie que la réalité physique des UAP, des PAN en français, phénomènes aériens non identifiés, va changer la donne. La question ne sera pas est-ce que ces objets sont réels, mais plutôt qui les contrôle. Les réponses à ces questions sur le contrôle et leur raison d'être, cela est vital pour la surveillance de la part du Congrès. Parmi les 144 cas rapportés, un seul a été identifié comme un ballon-sonde. Les cas non identifiés incluent 99,3% des cas. Ce pourcentage d'inconnus est au-delà de toutes les études passées. D'habitude, c'est entre 20 et 25%. Le rapport a également découvert plusieurs types de PAN
Si le phénomène est de la provenance terrestre, ça voudrait dire que le pan est le produit de plusieurs avancées révolutionnaires sur plusieurs décennies. Ça va à ton goût, André? Ça va très bien jusqu'à maintenant. T'as et bienvenue dans nos studios en passant, M. Glenn. Je suis bien Ben, content de vous voir. C'est moi et mon public, là. Parce que moi, j'écoutais vos émissions à la télé communautaire. Tu sais, à l'époque où Rock et Belles Oreilles faisait des parodies, tout ça, là, moi, j'écoutais, je dirais, c'était le vendredi, hein, je crois. J'en avais tous les jours de la semaine Ah, avec d'accord. Vidéotron. Parce que moi, il me là. semble que c'était le vendredi soir que j'écoutais. Moi, à mon époque, là, j'étais aussi tripeux que toi, tu peux l'être aujourd'hui pour Internet. Oui, c'est ça. J'étais indépendant du câble, j'avais Oui. mes caméras couleur avant Ah, la télévision wow! communautaire. Puis à cette époque-là, c'était pas très démocratisé encore la technologie. Non, c'est ça. Ah ouais. Je te regarde, là, puis je suis content de te voir. Tu tripes comme moi, je tripais il y a 40 Oui, ans. oui, on tripe beaucoup. Oui, hein, C'est un gros privilège qu'on a de pouvoir faire ça, surtout que c'est fait de façon 100% indépendante. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune subvention, puis on n'en veut pas. Il n'y a pas de commanditaire. Ben, tu es subventionné par le public. Oui, mais c'est volontaire. Oui, oui. Il n'y a pas de ce qu'on appelle un paywall. Donc, il n'y a pas un prix pour écouter nos émissions. Ça, pour nous, c'était bien important. Ouais. Puis notre compagnie n'a pas de dette. Donc, on est libre à 100%. Et pas juste ça, on a fait notre propre technologie. C'est pour ça que Lux Media, c'est avant tout, avant d'être une compagnie de médias, c'est avant tout une compagnie de technologie. Cette publication a dû être faite à l'extérieur de la loi à l'accès à l'information au Canada en raison de l'échéancier. Cette loi ne permettrait pas de le faire sinon. Et pourquoi on avait besoin de cette permission de la part d'Ottawa et de toutes les capitales provinciales, ainsi que de Washington DC, c'est parce que ça montrait que le travail est en relation avec des forces étrangères dans le cadre de ces questions. Et ça inclut les enquêtes sur les pans. Alors, le plan est une politique sur les règles et procédures pour la récupération des débris, les objets dangereux et les objets inconnus de l'espace. Ceci doit être appliqué et adhéré quand l'un de ces items s'écrase sur le territoire canadien et que cela exige le contrôle et la récupération qui emploie à la fois le personnel canadien et états-unien lorsqu'ils doivent travailler ensemble. Cette politique établit un cadre, une structure de commandement, à savoir qui va être en charge, qui fait les recommandations. On parle ici d'un plan maître qui va montrer qui va diriger sur la scène. Si on peut avoir des demandes bona fide, on peut s'attendre à ce que les forces vont aller n'importe où au Canada. On parle de la présence possible de radiation. Le plan parle de comment gérer et quand enlever également des victimes éventuelles ainsi que des échantillons. Toi, ton rôle, Julie, après-midi, c'était quoi? Moi, c'était de prendre les questions du public, puis envoyer les liens aussi à notre équipe, à l'équipe du Garpan, puis aussi faire le lien avec les autres ufologues aussi, comme on avait Chris Rutkowski, Ananda Bosman, qui étaient en direct avec nous. Donc, moi, je suis comme un petit peu de la régie, entre guillemets. Là. Interne. Ouais, la régie interne, hein, c'est ça. C'est bon. Ça a bien été jusqu'à date? Oui, ben oui. Bravo. Continuelle maintenance. Puis j'ai bien prévu à Alec là, que à ce peu de la plateforme est bien solide. En ce qui a trait aux écrasements, je le reconnais, je me suis tenu à l'écart de ceux-ci parce que je voulais m'occuper de ces cas où j'avais accès aux témoins, accès au site au Nouveau-Mexique, là où il y a eu plusieurs de ces écrasements. J'en ai discuté avec Alan Hynek. J'ai travaillé avec lui pendant plusieurs années. Vous savez, on ne pouvait jamais véritablement trouver les témoins. C'était toujours une personne anonyme qui aurait vu peut-être un cadavre quelque part. Alors, on connaissait le médecin, mais il était décédé. Alors oui, c'était très intéressant. On pouvait discuter de ces rapports avec Alan Hynek, mais il n'y avait rien de
tangible, il n'y avait pas d'endroit où l'on pouvait vraiment trouver des preuves matérielles. Grâce à plusieurs chercheurs, surtout au Nouveau-Mexique, alors là où l'on peut trouver un corpus de données probantes que l'on peut examiner, on peut prendre des échantillons pour les amener au laboratoire. Voilà pourquoi je suis revenu dans ce genre de travail. Ainsi, je peux avoir l'opportunité de véritablement faire de la science. Je suis Philippe Cancella et j'ai été chercheur en ufologie depuis plus de 30 ans. Je suis l'auteur de plusieurs livres sur le thème ufologique. Alors, voici l'un de mes livres, The Public Deceived, The Grand UFO Deception, publié par Phillips Mantle Press. L'autre livre, c'est A Passage Through Eternity. Également, Believe, Bridging the Gap Between Psychic and UFO Phenomenon. De plus, j'ai contribué à plusieurs articles dans la recherche de la vérité en ce qui a trait aux ovnis. Ma propre compréhension de ce phénomène ufologique, c'est que nous faisons face possiblement à une réalité multidimensionnelle. Je pense que le public ne pourra pas comprendre plusieurs de ces choses. Je reconnais également le fait que, étant donné de la complexité ufologique, cela crée beaucoup de défis pour la compréhension de ce phénomène par le public. Mais il y a des chercheurs à travers le monde qui sont conscients de ce qui se passe et pour eux, c'est difficile. Chaque fois qu'ils présentent des données aux autorités, on leur répond que les ovnis n'existent pas. Et ainsi, nous tournons en cercle dans la recherche que nous menons. Alors, quand le rapport ufologique a été présenté cette année par le Pentagone, nous avons découvert que notre Parlement, on parle du fait que les députés ont parlé de ces ovnis qui n'était que comme un bourdonnement que l'on aurait entendu. Voilà, on se limite à ça. Si nous avons des représentants qui parlent des ovnis de cette façon, ce qui se passe, c'est que nous croyons à l'existence de ce phénomène comme étant une véritable réalité. Cela a été évident en 2016. On a vu un phénomène à 11 heures le soir ici où j'ai vécu. Je l'ai vu moi-même. Il y avait 3 ovnis qui se sont manifestés et qui ont été filmés, analysés par d'autres témoins. Il y a des témoins, mais nous faisons toujours face à un mur de silence. Et si vous pouvez comprendre notre perspective, nous, les chercheurs sérieux, tout cela est très, très ennuyeux. Je pense qu'en travaillant en équipe, nous pourrons d'une certaine façon travailler ensemble pour jeter des ponts plutôt que pour briser des liens dans notre recherche pour la vérité. Beaucoup de ces informations ont été cachées, possiblement par des opérations clandestines, des factions militaires. Cela est probablement vrai, ainsi que la rétro-ingénierie des vaisseaux ou des aéronefs écrasés. Alors, nous cherchons la vérité et si vous, les membres du Sénat, pouvaient reconnaître que cela est une réalité, cela pourrait totalement changer la donne. Non pas du jour au lendemain, mais ça va être un jalon. En comprenant qu'il existe une réalité plus grande dans un système qui est censé nous protéger et qui devrait travailler avec honneur et vérité. Ce que nous trouvons maintenant, c'est que ce système ne semble pas travailler avec l'honneur ni la vérité. Soyons honnêtes. Bienvenue en studio, mesdames et messieurs. Alors oui, le show va continuer en français. Ne vous inquiétez pas trop pour ceux qui sont habitués à la francophonie du studio Lux Media, que nous tenons bien sûr à remercier encore une fois aujourd'hui. Nous ne pouvions pas espérer un meilleur studio que celui-ci. Alors, un grand merci. Alors, on vient d'entendre 2 intervenants, encore une fois en anglais, qui valaient certainement le détour. Les gens auront reconnu M. Jacques Vallée, qui a maintenant plus de 80 ans et qui est très actif. Bien, effectivement, il travaille très fort pour continuer à faire avancer le domaine de l'ufologie. Madame Harris est toujours très active sur ces terrains de recherche. Et ce que je peux dire, c'est que dernièrement, ce qui m'a surpris dans ses informations sur Ricardo Gonzalez, elle a dit qu'après 25 ans de recherche terrain, pour la première fois, elle a vraiment compris qu'est-ce qu'était en fait le lien extraterrestre, le contact.
parce qu'elle a dit que c'est à ce moment-là qu'elle a été vraiment en méditation et tout ça, puis qu'elle a fait un contact où elle a senti une paix intérieure tellement importante, puis elle a compris l'importance de s'en aller vers justement peut-être un nouveau monde qui s'en vient et l'unité sur notre planète. Vous savez, ce que j'ai compris dans l'exopolitique à force de lire des textes et de parler à tous ces professeurs, c'est que nous sommes venus ici faire une expérience qui nous place devant le fait que nous sommes des gens qui venons de croyances différentes. Et puis le fait qu'il y a tellement de religions différentes sur notre planète et tout ça, il y a des systèmes de valeurs différents, des systèmes de croyances différents. Et le plus difficile entre nous, c'est d'arriver à un consensus. Mais on est appelé aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, en fait, je vais ouvrir une petite porte là, avec le COVID, c'est de faire appel à vraiment à ouvrir nos œillères. Et c'est pour ça que Luxmedia, entre autres, en fait, est une plateforme de libre expression. Puis ça nous demande d'accepter... Et d'informations alternatives. Oui, ça nous demande d'accepter des points de vue différents des nôtres et de pas nécessairement embouteiller les gens qui ne pensent pas comme nous, mais de faire preuve d'un esprit d'ouverture. Puis d'un esprit critique aussi, parce que ce n'est pas parce que Yann amène un point de vue qui est différent que je vais rebuffer Yann, puis que je vais lui dire, écoute, je veux pas t'entendre, puis c'est complètement farfelu, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des consciences qui sont plus élevées que la nôtre, là, même sur notre planète. Il y a des sages qui existent, il y a des consciences des autres planètes qui sont tellement plus avancées. Puis je pense que faire preuve d'intelligence et de sagesse sur notre planète ici, c'est être capable d'avoir une ouverture pour les visions des autres. J'ai bien hâte d'entendre justement nos amis tout à l'heure qui viennent du Brésil, parce que eux, justement, avec leur expérience, où est-ce que l'ufologie, c'est pas des uluberlus pour eux là, qui parlent d'ufologie, là, c'est beaucoup plus ouvert. En Amérique du Sud, c'est un phénomène accepté tel quel, comme quelque chose de bien normal finalement. Pour nous, c'est tellement dépaysant en Occident. Et n'hésitez pas à faire aussi un détour par notre site garpan.ca. Maintenant, place aux intervenants en français de France. La communauté scientifique internationale a toujours freiné des quatre fers vis-à-vis de toute étude sérieuse du phénomène OVNI pour deux raisons. La première, c'est que cela lui semblait contredire les lois de la physique. Des témoins disaient voir se déplacer devant eux des objets croisant à une vitesse évidemment supersonique et sans bruit. Et le mécanicien des flûtes disait ça n'est pas possible, il devrait y avoir des ondes de choc qui feraient un bruit infernal. Donc ces objets n'existent pas. Second argument contre l'idée que nous puissions être visités par des êtres issus d'un autre système, les temps de voyage. La plus proche étoile est à 4 années-lumière de chez nous, donc à une vitesse du 10e de la vitesse de la lumière, il faudrait 40 années pour l'aller et 40 pour le retour. Ceci étant, les observations astronomiques des 10 dernières années ont montré que nous devrions nous attendre au bas mot à ce que se trouve dans notre seule galaxie 1 million de systèmes stellaires dans laquelle une des planètes est susceptible d'abriter une vie organisée, voire une forme de vie intelligente et développée. Aujourd'hui, pour un scientifique, il n'est plus raisonnable de penser que nous sommes les seuls êtres vivants dans tout le cosmos. Donc la position est la suivante. Oui, il y a la vie ailleurs, il y en a même dans énormément de systèmes, mais ils sont très loin et ils ne peuvent pas venir nous embêter. À cela, j'amènerai les éléments suivants. Il existe une technologie qui s'appelle la magnéto-hydrodynamique ou la MHD, qui consiste à agir sur les gaz ionisés à l'aide de forces électromagnétiques. Nous avons fait beaucoup de travaux en France dans ce domaine dès la fin des années 60 et jusqu'à la fin des années 80. Non seulement sur le plan expérimental, mais également sur le plan théorique, et on a montré qu'on pouvait effectivement empêcher les ondes de choc de se former grâce à ces forces électromagnétiques. Ce sont les Russes qui ont fourni la confirmation expérimentale de ces idées en faisant voler des missiles à Mach 10 dans l'air dense ou des planeurs hypersoniques à Mach 30 dans la haute atmosphère. Et ça, sans la MHD, c'est pas possible. Donc ces engins-là se débrouillent nécessairement pour éviter les ondes de choc. Sinon, l'énorme accroissement de température derrière ces ondes de choc les volatiliserait. Ainsi, l'argument numéro 1 des scientifiques contre l'interprétation des ovnis en tant que véhicule ne tient plus.
Ça, ce sont pour les évolutions dans l'atmosphère, mais quid des voyages interstellaires? Eh bien, figurez-vous qu'avec des décennies de travaux, nous avons pu mettre au point un nouveau modèle cosmologique qu'on a appelé le modèle Janus. Vous ne le savez peut-être pas, mais la cosmologie est dans une crise épouvantable depuis 1970. On a essayé de rafistoler le modèle avec des objets comme la matière sombre, l'énergie noire. Malheureusement, on ne les trouve pas. Et le modèle Janus apporte une autre solution en disant que dans l'univers, eh bien, il y a des masses négatives. Tout cela a été publié dans des revues de haut niveau et ça marche très très bien. Ça répond à tous les problèmes, ça apporte une douzaine de confirmations observationnelles. Ces masses négatives sont en fait de l'antimatière de masse négative. Alors ça accélère l'expansion cosmique, ça confine les galaxies, etc. Mais il y a un aspect tout à fait particulier. Si un véhicule possède une masse négative, eh bien pour aller d'un point A à un point B, les distances deviennent 100 fois plus courtes et la vitesse de la lumière, qui est celle des photons d'énergie négative, est 10 fois plus élevée. Donc on gagne un facteur 1000 sur les temps de voyage. Donc les voyages interstellaires deviennent non impossibles. Si un véhicule parvient à inverser sa masse, eh bien à ce moment-là, il envoie des photons d'énergie négative et on ne les voit plus. Ce qui fait qu'il disparaît. Puis s'il inverse sa masse à nouveau, eh bien il réapparaît. L'astrophysicien Avi Loeb vient de créer ce projet Galileo. Eh bien, avec mon équipe, on est tout à fait prêt à lui amener ses travaux en montrant qu'avec la science d'aujourd'hui, on commence à avoir une petite accroche sur le phénomène OVNI. Si vous voulez mon opinion, parmi ceux qui nous visitent, il y en a certainement qui n'ont que quelques centaines d'années d'avance sur nous, et nous sommes très près de comprendre comment ça marche et de rentrer dans le club interstellaire. Et c'est la raison pour laquelle ils nous rendent visite. Enfin, pour avoir un petit aperçu de nos travaux scientifiques, eh bien, allez voir à cette vidéo. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je suis Didier Gomez, je suis ufologue depuis la fin des années 80. Donc je suis l'auteur d'un livre OVNI Tarn qui est une compilation de témoignages dans le département du Tarn, donc dans le sud-ouest de la France, près de Toulouse. Et dernièrement, j'ai également sorti un autre livre avec pour thème OVNI et nucléaire, écrit avec mon collègue Stéphane Royer, qui est le responsable des repas ufologiques, du réseau des repas ufologiques en France. Voilà, donc dans ce nouvel ouvrage, OVNI et nucléaire, sommes-nous sous surveillance, qui est paru chez JMG Éditions le 16 juin 2021, on évoque évidemment tous les cas, une grande partie des cas importants qui ont été relayés par différents témoins en France, à l'étranger, aux États-Unis bien sûr, et aussi bien aux alentours des centrales civiles que des sites stratégiques militaires en lien avec le nucléaire. Et voilà, donc nous invitons chaque ami québécois ou canadien ou même ufologue du monde entier à se procurer ce livre pour un peu mieux comprendre la recrudescence et l'évolution exponentielle des témoignages en relation avec les phénomènes OVNI après la Seconde Guerre mondiale, et notamment en lien direct avec les explosions de Hiroshima et Nagasaki de bombes nucléaires. Et à partir de ce moment-là, effectivement, le phénomène OVNI s'est démultiplié aux quatre coins de la planète, avec des témoignages que nous connaissons depuis quelques années maintenant. Et en fin d'ouvrage, en fait, on évoque aussi le lien qu'il peut y avoir avec la dangerosité du nucléaire et dans nos sociétés modernes, et en lien avec les différents messages qui ont été donnés aussi bien dans les descriptions de récits de contactés que
voilà, que d'abducter également, où on retrouve le même message. Attention, vous êtes en train de jouer aux apprentis sorciers. Et est-ce que le phénomène OVNI ne serait pas là pour nous faire passer ce message? Donc c'est un peu ce qu'on a voulu démontrer dans cet ouvrage, qui a 376 pages. Alors bien évidemment, c'est pas en 2 minutes que je peux résumer le travail que nous avons accompli, mais j'invite chaque lecteur intéressé par ce sujet-là à se procurer ce livre. On peut le trouver sur Amazon, bien sûr. Il y a eu très peu de livres sur ce sujet-là, OVNI et nucléaire. Donc voilà, on a essayé de combler ce vide. Merci en tout cas à Yann Vadnais et au Garpan pour cette conférence de presse internationale, et le bonjour à tous les ufologues du monde entier. Merci à vous. On voit que les choses ont bougé depuis le 25 juin dernier. Les lignes sont tombées puisque le Pentagone et le gouvernement américain ont validé le phénomène aérien non expliqué comme matériel. C'est-à-dire qu'ils parlent d'objets. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur de la foudre en boule ou des choses qui sont... Là, on parle de matérialité. Donc, matérialité, ça peut être des drones étrangers, ça peut être des drones extraterrestres, ça peut être... On ne sait même pas si c'est piloté, pas piloté. Parce que j'avais écrit ici un papier il n'y a pas longtemps sur l'hypersonique, sur les engins hypersoniques, et en fait le chercheur qui travaille un des chercheurs qui travaille sur les engins hypersoniques disent que de toute façon, même hypersoniques, ces engins ne pourraient pas, si c'était des engins hypersoniques, ne pourraient pas se déplacer comme ils se déplacent. C'est-à-dire qu'un engin hypersonique a besoin d'1 à 10 km pour pouvoir tourner à grande vitesse. Là, on voit que ces engins, ils font ça, ils bougent, ils vont dans l'eau, ils ressortent, etc. Donc les choses quand même évoluent. La prise en compte de ce phénomène et la réalité de ce phénomène métallique, matériel par le gouvernement et le Pentagone, c'est énorme, non? Ah, c'est tout à fait énorme. Et en plus, on voit que il y a eu un changement d'approche, ouais. Même par les journalistes. Il y a certains journalistes qui hésitaient à faire des papiers sur le phénomène et qui maintenant se rapprochent de plus en plus de nous pour avoir un questionnement par rapport à tout ça. Ils souhaitent savoir pourquoi ça arrive, comment ça peut arriver, qui a pu observer, qui a pu... parce que pour eux, c'est tout à fait nouveau pour certains journalistes. Bienvenue en studio, mesdames et messieurs. Comme vous pouvez voir, nous sommes maintenant accompagnés de Fernanda Pires, une Canadienne brésilienne qui fait beaucoup d'ufologie, ainsi que de Fernando Ribas, un des co-animateurs du podcast très populaire Hangar 18. Fernando et Fernanda. Nous avons créé un mouvement au sujet du thème ufologique. En ce qui a trait au podcast au Brésil, aujourd'hui, nous avons plusieurs podcasts qui font la même chose que ce que nous faisions en 2018. Vous savez pourquoi ils conservent ce secret? Pourquoi est-ce que c'est si important pour eux? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce si important pour eux de garder ce secret? Il y a tout un ensemble de raisons. Peut-être que les êtres humains ne sont pas prêts, tout simplement, à voir ou à constater ce qui existe au-delà. Il y a tellement de raisons possibles. Et voici l'une de ces raisons. La prochaine vidéo est de Tiago Luiz Tichetti, qui est un des ufologues principaux au Brésil. Il est aussi le président de MUFON Brésil. Alors, écoutons un peu ce que Tiago a à nous dire. Je suis coéditeur de la revue Revista UFO Magazine du Brésil, président de la commission ufologique brésilienne ainsi que directeur national de MUFON Brésil. Alors, lorsque nous parlons des ovnis et maintenant des PAN, nous devons passer du passé jusqu'au présent et aller vers l'avenir. Nous avons des rapports et nous avons des enregistrements qui nous montrent que quelque chose se produit. Et quelque chose s'est produit jadis, des dieux qui venaient du ciel. Nous avons le folklore et les cultures de plusieurs pays qui nous enseignent que des géants marchaient autrefois sur la Terre il y a très longtemps. Ici, au Brésil, nous avons plusieurs exemples de ces ovnis et de ces PAN. Il y a la fameuse nuit des ovnis au Brésil en 1986, lorsque plus de 20 ovnis se sont manifestés dans le ciel. 5 chasseurs les ont pourchassés
en tentant de les identifier. Ils n'ont pas réussi parce que les ovnis se déplaçaient si rapidement. Leur technologie était tellement supérieure à la nôtre qu'il était impossible de les identifier ces objets. Un autre cas très connu au Brésil, c'est celui de l'opération Prat, lorsque les forces aériennes du Brésil ont envoyé une équipe pour identifier des disques volants, des objets volants, qui lançaient des rayons laser vers les gens pour obtenir leur sang. Une personne est décédée à cause de cela, et pendant 4 mois, nous avons eu une invasion plutôt dans le nord du Brésil avec plus de 200 cas. Et cette équipe des forces aériennes brésiliennes a pris plus de 200 photographies et a pris plus de 5 heures de films ou de vidéographie. Aujourd'hui, on tente de visualiser ces vidéos, mais c'est classé secret défense au Brésil. Cela démontre que le phénomène OVNI est une question qui implique le monde entier. Oui, en ce qui a trait au Brésil, vous venez de parler du Brésil. J'en connais très peu sur l'ufologie au Brésil, à part ce que j'ai appris de la part de Bob Trapsworth au nord de la région du Rio Grande. Êtes-vous familier avec ces informations? Est-ce que vous avez accès à ces dossiers, à ces notes, ces enquêtes par rapport à ce qui se passe au Brésil? Bon. Alors, je sais que Bob Pratt mène des recherches au Brésil, mais dans notre podcast, dans notre balado-diffusion, nous avons pris l'initiative de recevoir les cas présentés par le public. On a reçu plusieurs de ces cas. On ne peut pas dire avec assurance si c'est vrai ou faux, si c'est précis ou pas, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est en augmentation en termes de chiffres et c'est très alarmant pour nous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Chris Rutkowski de Winnipeg. Et maintenant, on va en français. Nous rendre au studio de Québec avec le reste de l'équipe Garpan qui est dans le background en train de nous occuper. Alors, bienvenue à Steve et le docteur Janta. Monsieur Steve Zuniga. Oui, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous nous entendez? Très bien. Comment ça se passe dans le studio de Québec? Vous avez pu suivre l'ensemble de l'événement? Effectivement, on a même pu intervenir à quelques reprises du côté espagnol. Donc, moi, vu que j'ai la possibilité de parler dans les 3 langues, j'ai pu intervenir un petit peu à droite et à gauche. Donc, c'est le tour du côté francophone. Monsieur Lanta. Un petit pays dont je sais, dont on n'a pas parlé, mais l'Équateur. Le président, il y a quelques années, a décidé qu'il levait la censure sur les ovnis et il s'est adressé aux 2 officiers qui étaient responsables de ça, qui collectaient toutes les photos, toutes les informations. Et en fait, ces gens-là travaillaient pour la CIA. Il y a une mainmise des Nord-Américains sur tout ce qui se passe en Amérique latine. Et en fait, c'est toujours à eux que l'on fait référence. Donc, en fait, il n'y a pas encore de libre circulation de l'information. Enfin, ça change, mais il faut voir que le contrôle des militaires sud-américains par les Américains, les USA, est encore très grand. Et eux, ils ont comme monopolisé le secret et toutes les informations sur les ovnis. Voilà. Et vous pouvez nous partager votre impression sur justement ce que le Pentagone a essayé de faire avec ce document? Reprenez. Moi, je pense que c'est une information, bon, je ne dirais pas de désinformation, mais c'est un peu, bon, tout le monde parle du dévoiement, disclosure.
Et tout le monde sent qu'à un moment donné, ce serait inévitable. Et le fait de parler de ces unidentified aerial phenomena, ce sont des objets, appelons-les comme ça pour le moment, qui ont été vus autour de grands navires américains où il y a des centaines et des milliers de gens. C'est des choses qui sortent un peu. Alors si vous voulez, c'est comme quelqu'un qui doit plonger dans l'eau et qui pense que l'eau est froide et qui met son orteil, le bout de l'orteil dans l'eau pour voir, etc. C'est pour tester les réactions du public. Ce n'est pas quelque chose qui est sincère. Il y a des gros intérêts derrière ça de récupération de la technologie. Les gens qui sont derrière ça, que conventionnellement on appelle les Magic 12, mais maintenant c'est Magic 36, ils ont des gros intérêts financiers et autres à garder ces informations. Et ils ne veulent pas les rendre publiques. Il n'y a aucune raison pour eux, il n'y a aucun intérêt. Et alors ils en font le moins possible et ils utilisent Luis Elizondo, qui est un officier de contre-espionnage, et Chris Mellon, dont le cousin a bien dit tout ce qu'il fallait en penser. C'est une de ces familles qui a été très influente, de ces 30 familles riches américaines qui ont été très influentes dans la constitution des services secrets américains et de toutes ces choses-là, et qui en fait jouent, si vous voulez, appelons ça un combat d'arrière-garde ou comment on voudrait, mais il y a un mépris pour le public. Mais ce n'est pas limité aux États-Unis. Strictement la même attitude se passe en URSS. Le KGB, les cas les plus importants, c'est eux qui ont étudié et qui font tout, qui ont même déclaré officiellement que certains cas, ils n'allaient jamais révéler ce qui s'est passé, tellement c'est, disons, je ne sais pas quel mot employer, inhabituel, horrible, remettant en question toutes nos certitudes. C'est un peu ça aussi qui se passe. Les autorités ne veulent pas remettre en question toutes nos certitudes. Et d'après mes renseignements, ça a vérifié, au début, là, quand il y a eu la rencontre dont on parle du président Eisenhower avec des extraterrestres là, dans la base qui s'appelait Edwards, etc., en Californie à ce moment-là, c'est en fait, il y avait un représentant, le cardinal archevêque de Los Angeles était là, il a tout de suite été au Vatican faire son rapport, et c'est le Vatican lui-même qui a aussi insisté aux États-Unis de ne pas trop révéler parce que ça risquait de mettre en doute l'autorité du Vatican et un peu la vision du monde, disons, que l'Église et etc. essayaient de maintenir. Donc c'est clair qu'il y a le statu quo sur notre planète est fortement menacé et toutes les formes d'autorité, qu'elles soient idéologiques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient commerciales, financières, les médias, tout ça risquerait d'être fortement secoué par un dévoilement trop massif, quoi. Peut-être pour terminer sur une note un petit peu plus optimistique sur la situation actuelle, est-ce qu'on peut penser que justement, avec le fait que de plus en plus de gens quand même s'éveillent, se posent des questions sur la technocratie qui se met en place au Canada, entre autres, là, est-ce qu'on peut penser, par exemple, que la mainmise des 13 Bloodline Family, les 13 familles de sang sur le reste de la population, ben, c'est en train de s'écrouler, hein? Je veux dire, je pense que il y a un plan machiavélique qui est en train justement de tomber, là. Et justement, on parle que, ben, tu sais, entre autres, que le président Trump travaillerait, c'est ce que Dr. Sala a avancé, hein, qu'il travaille avec les Nordiques pour mettre en place avec les Marines vraiment une divulgation étape par étape, parce que les gens sont peut-être plus près qu'on le pense, là, à avoir des réponses. En tout cas, il y a des questionnements importants en ce moment dans nos sociétés. Oui, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Enfin, le fait même de cette conférence internationale, c'est une grande réalisation. Et ce genre d'événement et le fait que les gens peuvent prendre conscience qu'il existe des groupements ufologiques qui font du bon travail, et pas seulement dans les domaines, ceux qui veulent être très scientifiques, c'est très bon, moi je suis un scientifique, etc. Mais il y en a d'autres qui explorent des domaines qu'on pourrait appeler para-ufologiques, mais qui sont importants, comme les mutilations animales, comme les cercles céréaliers, les agroglyphes, et bien entendu les enlèvements, et bien entendu toutes les informations que par des techniques de régression hypnotique et par d'autres techniques, on peut apprendre sur ces choses-là. Il y a quand même, la littérature ufologique est abondante
Et les gens qui s'intéressent, et il y en a beaucoup qui s'intéressent, comme je fais parfois cette comparaison qui est peut-être un peu osée, un peu risquée, c'est que l'ufologie, un peu comme la pornographie, tout le monde s'y intéresse un peu, mais personne n'ose avouer qu'il a ce genre d'intérêt. Mais il y a beaucoup plus de gens, et des gens bien placés, des gens sérieux, qui secrètement s'intéressent à ça et qui vont lire des choses. Sinon, il n'y aurait pas de marché pour les livres sur l'ufologie, il n'y aurait pas d'abonnés au... Enfin, il y a eu des hauts et des bas, bien entendu. Les revues d'ufologie ont monté, descendu, etc. Ça dépend un peu de la situation, oui. Un grand merci, Dr. Janta Polzinski, qui est un associé du GARPAN, avec qui on fait des événements parfois. Comme vous avez pu l'entendre, M. Janta a une grande culture. Il est docteur en informatique et sciences humaines. Entre-temps, on a finalement reçu des questions de journalistes qui sont arrivés à Vancouver, dont elles sont en anglais. On va quand même les lire pour voir qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là. D'ailleurs, dans les prochaines minutes, on va essayer d'établir un contact avec le studio de Vancouver ainsi que le studio de Buenos Aires. Alors, pour l'instant, je partage une des questions qui a été reçue en anglais. Le journaliste demande Il n'y a pas de consensus objectif en ufologie. Est-ce que le gouvernement ou le gouvernement des États-Unis connaît toute la vérité sur les ovnis et sur les extraterrestres éventuels? Est-ce que cela est caché? Ou est-ce qu'il y a un gouvernement ou des civils qui doivent encore mener une recherche conjointement pour comprendre ce phénomène? On se pose la question à nous-mêmes, sauf si un de nos intervenants, M. Rutkowski, souhaite répondre à cette question. There's no sound. Just a second, Chris. Il n'y a pas de son. Un instant, Chris. Okay. Ah, voilà. That question? Vous avez la question? Alors c'est vrai, il n'y a pas de consensus établi en ufologie. Je ne pense pas que le gouvernement des États-Unis sache exactement de quoi il en retourne. En fait, tout ce que nous avons observé jusqu'à ce jour suggère qu'ils peuvent être autant dans le noir que toute autre personne. En fait, avec toute cette hyperbole de la part du gouvernement des États-Unis par rapport à ces questions, je ne serais pas surpris de voir ou de savoir qu'ils ne détiennent pas suffisamment d'informations pour pouvoir résoudre l'énigme des ovnis. Mon espoir, c'est que, à travers le UAP Task Force, le comité sur les pans, qu'ils puissent recevoir des rapports de la part des scientifiques et peut-être que, à travers ce mécanisme, il y aura des percées. Ce groupe de travail ainsi que les scientifiques ne s'occupent pas de ces rapports ufologiques directement. Avec 144 cas, c'est un tout petit chiffre par rapport aux milliers de rapports existants à travers toute l'Amérique du Nord chaque année. Alors, je pense que maintenant, ils doivent se tourner vers les ufologues et peut-être examiner les données et les études qui sont produites par les organisations telles que le GARPAN et Ufology Research, la recherche ufologique. Ce genre d'organisation à travers le monde qui mènent des recherches et qui étudient le phénomène ufologique, ses rapports et ses observations. Voilà la source des informations. Ils devront obtenir des informations d'une certaine manière s'il n'y a pas de mécanisme en ce sens. Et d'après ce que nous pouvons voir, il n'y a pas un tel mécanisme de la part des forces militaires aux États-Unis. Ça n'existe pas. Bon, alors, je ne comprends pas comment ils pourraient arriver à des conclusions. Je pense, par conséquent, qu'il doit y avoir un partenariat établi entre les militaires, les scientifiques et la communauté ufologique. C'est la seule manière de faire en sorte que l'on puisse en savoir davantage. Merci beaucoup, M. Rutkowski. La deuxième question que nous avons reçue, c'est une très longue question avec plusieurs sous-questions en anglais. Maintenant, nous avons reçu une seconde question des journalistes, très longue en anglais. Je vais un petit peu la
traduire en français et nous demanderons à M. Jean-Louis Lagneau, qui est toujours en ligne, de vouloir s'exprimer sur le sujet dans un instant. Alors, c'est une question très générale d'un journaliste qui manifestement ne connaît pas tellement ça, l'ufologie. Il demande, bon, qu'est-ce qui est ressorti de 70 ans de recherche? On connaît plein de cas. Certains ont été étudiés par les militaires, d'autres par les scientifiques, d'autres sont simplement rapportés de façon anecdotique par les citoyens qui discutent entre eux. Est-ce que les institutions devraient se joindre à ce débat et qui coordonne tous ces efforts? Avez-vous une opinion là-dessus, M. Lagneau? Nous avons tous une opinion sur ce sujet. La difficulté, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup de mal à réunir l'ensemble des acteurs du phénomène ufologique. Néanmoins, on peut se mettre d'accord que le sujet, depuis 70 ans, a bien évolué. La prise en compte des témoins ne se fait plus de la même manière déjà qu'elle se faisait avant. C'est-à-dire que nous avons mis en place, en tout cas pour la France, un suivi des témoins. Et du fait de la complexité maintenant des cas qu'on rencontre, puisque nous avons de moins en moins d'observations qui se font de jour, et nous avons de plus en plus d'observations qui se font de nuit, et du matériel qui forcément a évolué, du matériel informatique, des connaissances des différents phénomènes et des différents des différents témoignages qu'on avait dans le passé, qui nous ont permis d'avancer. On arrive un peu mieux à comprendre ce qui se passe derrière tout ça. Au moins des plateformes de libre expression, vous savez, même si nous n'avons pas toutes les réponses, toute l'information, ben c'est au moins de permettre aux gens de repenser le système et de le remettre en question. Voilà. De remettre un peu le cerveau à l'endroit, comme on dit. Hein? Voilà. Very well. Très bien. Fernanda, avez-vous un commentaire à ce sujet? Oui, bien sûr. J'aimerais ajouter un commentaire suite à ce que vous disiez par rapport au fait que nous sommes des êtres spirituels qui habitons et qui participons à une expérience humaine terrestre. Ainsi, il est possible de marier la science et la conscience pour mieux comprendre les mystères de notre propre existence, de notre planète et de ce qui existe au-delà. En fait, si vous cherchez la vérité, vous finirez par la trouver. Très bien. Merci. Alors maintenant, on va essayer de se connecter avec le studio de Vancouver ou de Buenos Aires. Comme on a un petit problème technique, on va faire passer en attendant une vidéo. Et non le moindre, le docteur Ruggero Santilli, un scientifique de très haut niveau, âgé de 82 ans, qui travaille sur une nouvelle physique qu'on appelle la physique hadronique. Alors, écoutons-le. Alors, j'apprécie cette entrevue. J'ai toujours été très intéressé dans le phénomène ufologique. Alors, je pourrais dire même que je suis enthousiasmé. Moi, ma femme et mes 2 enfants, nous avons eu une rencontre rapprochée au sommet d'une montagne en Italie en 1983. C'était une rencontre rapprochée avec du temps manquant. Alors, j'ai observé un ovni de très près. Par conséquent, j'ai mon point de vue personnel par rapport à certains de ces aspects. Et donc, ma première tâche, c'est de démontrer que l'argument Einstein-Rosenberg, que la physique quantique n'est pas complétée. Ce n'est pas une théorie complète. J'ai écrit plusieurs articles et livres pour pouvoir compléter la physique quantique mécanique. Le résultat est toujours le même. Alors, imaginez un vaisseau qui serait capable, grâce à une quantité égale de matière et antimatière, ce vaisseau serait capable de maintenir ensemble la matière et l'antimatière. C'est ce que l'on appellerait une machine qui serait en mesure de voyager à travers le temps. Cette machine n'a pas son propre temps,
Dernier segment de la journée. Ça fait quand même 4h15 que nous sommes en onde. Alors, Caroline, comment as-tu apprécié l'expérience aujourd'hui? Oui, j'ai beaucoup aimé, en fait, comment ça s'est déroulé entre nous quatre, là. Je pense que nous avons amené des très bons points sur la suite de tout ça, parce que je pense que c'est important de faire des conférences et de se jaser, mais il faut poser des actions concrètes aussi, parce que c'est ce qui est attendu des UFO par nous aussi, là. Ils ne nous contactent pas inutilement. C'est pour qu'on mette en marche nos missions tous ensemble, puis qu'on puisse s'unir pour travailler et faire avancer les choses. Je voudrais juste rajouter, comme Paul Elliott nous a quittés cette semaine, en Israël, tu as entendu parler de l'ancien ministre de la Défense d'Israël. Oui. Pendant 20 ans, il a travaillé à la mise en orbite des satellites d'Israël. Et il vient de publier un livre qui s'appelle « Au-delà de l'horizon ». Et il nous explique que lui, dans ses fonctions ministérielles très haut niveau, était déjà informé de la présence des extraterrestres ici sur Terre et que plusieurs font partie de la Fédération des planètes habitées, où lui parle de la galaxie. Alors, je suis un être humain et je suis venu ici en tant qu'être humain, mais avec un costume de celui qui voudrait bien faire partie officiellement de la United Federation of Planets, de la Fédération des planètes unies dans l'univers, et que tant que la nature humaine ne changera pas sa façon de penser, on le voit, on est dans un point tournant entre le COVID-19 et l'ufologie. Ce sont deux sujets tabous. Après mûre réflexion, ce ne sont pas deux tabous, mais trois tabous qui sont intimement reliés. D'abord, le phénomène OVNI, la question de la vaccination et, en troisième lieu, les interventions dans des pays étrangers. Dans les trois cas, c'est de savoir comment gérer l'étranger, et alien en anglais. Alors, on comprend pour les ovnis, pour la vaccination, c'est le virus, et l'intervention dans les pays étrangers, c'est facile à comprendre. Plus on s'informe sur ces sujets, plus on se marginalise. On a mieux gardé le silence pour ne pas être ridiculisé ou menacé. Et ce qui divise radicalement les gens, tant sur le plan physique, psychologique, philosophique, mais même spirituel. On est dans un moment de réflexion intense et il faut savoir en tirer profit. Pour les gens qui sont exclus, peut-être que c'est la meilleure manière d'être protégés. Tu comprends, hein? Oui. Moi, pour vous rassurer, on a formé avec la France à l'Université du Nouveau Monde. Parce qu'il y a des gens qui se reconnaissent avec votre costume. Moi, j'ai mon costume aussi, là, j'ai la photo en ligne. Arrête donc. Et puis, je travaille officiellement pour la Confédération Galactique. C'est de l'information qui m'est arrivée il y a quelques années. On m'a parlé de ma mission. Et c'est entre autres en lien avec les cités de lumière qui vont apparaître sur cette planète à venir très bientôt, les hôpitaux de cristal. Donc, j'ai eu vraiment des informations très précises et cela fait partie chaque jour de mon travail. Je travaille pour l'ambassade de la paix qui est située à Sedona, en Arizona. Donc, de plus en plus de gens connaissent très bien comme humains le rôle qu'ils ont à jouer pour les autres planètes. Peuvent-ils être protégés du COVID-19 par la Fédération des planètes habitées? Moi, j'y crois, puis étant donné que je suis une activiste qui est impliquée dans des dossiers assez épineux, je pense même que j'ai des protections assez spéciales, puis qu'il y en a qui ont même peur de moi dans ceux qui sont placés au gouvernement. Alors, où tu situes les ufologues? Dans ton discours présentement, on a entendu des très bons ufologues toute la journée, particulièrement des scientifiques, tout à l'honneur de Yann Rodney, qui est lui-même universitaire et qui voulait donner un statut sérieux. Et moi, je suis arrivé avec quelque chose de fantaisiste. On verra bien que la science-fiction commence par le mot « science ». Hein? Où je place les ufologues, écoutez, plus j'ai avancé dans mes textes exopolitiques, plus j'ai découvert à quelle race j'appartenais et pourquoi j'avais un mode de pensée comme je l'ai et pourquoi j'avais été contactée avec ce type de message. Oui. Ça a été à un moment donné très clair à quel groupe j'appartiens dans les autres planètes et confédérations. Donc, c'est devenu de plus en plus clair et puis... où je les place, les gens se reconnaissent où ils doivent se reconnaître dans tout ça. Je pense que ça devient de plus en plus clair pour eux. On s'attend bien sûr à la réaction finale de Yann Rodney pour terminer le congrès.
Alors, le mot de la fin, mesdames et messieurs, me revient d'une certaine façon parce que, après tout, c'est moi qui ai lancé ce projet-là. J'ai eu la chance d'être appuyé par tous les gens qui ont participé, mais surtout, je le répète, par M. Ananda Bosman et l'honorable juge Alfred Weber-Lambremont. Alors, c'est grâce à eux que tout ça a pu se faire, mais après tout, c'est quand même une idée qui a germé en moi. Alors, qu'est-ce qui me motive dans tout ça? Et c'est mon mot de la fin. Eh bien, pour moi, c'est, comme Richard le disait, c'est le côté le plus rigoureux possible sur un sujet très controversé. C'est pour ça que je m'abstiens de nombreuses opinions moi-même, que je tente de rassembler des scientifiques, des chercheurs, de publier des travaux concrets et non simplement avoir une personnalité qui parle des ovnis, mais de laisser à la postérité des recherches sur lesquelles les chercheurs futurs pourront s'appuyer. Ça, c'est une chose. La seconde, c'était de laisser place à des discours qui sont très différents du mien, mais qu'il est important de ne pas bannir dans le vaste domaine de l'ufologie. Les gens comme mes collègues ici, Caroline et Richard, ont des expériences, ils font des travaux concrets auxquels ils croient, ils ont une autre approche et c'est important de voir que, un petit peu comme des guépards, si vous voulez, qui vont à la chasse deux par deux. Un regarde un côté de l'horizon, tandis que l'autre côté... Un regarde le côté scientifique de l'horizon, tandis que l'autre côté, on regarde un côté peut-être plus créatif. Les deux se complètent et je pense qu'aujourd'hui, ça en a donné une bonne idée du potentiel que la technologie toute récente nous permet de faire. Ce qu'on fait aujourd'hui n'aurait même pas été possible il y a 5-6 ans, d'une certaine façon, à part s'il y aurait eu un grand financement. De nos jours, on le fait quasiment gratuitement et à vrai dire gratuitement. Combien d'heures vous pensez qu'on a mis pour l'organisation d'un tel événement? En bout de compte, nous avons $0. C'est pour ça que ceux qui, particulièrement, qui veulent nous appuyer au Garpan avec tous les travaux qu'on fait, visitez shop.garpan.ca pour vous procurer nos livres. Vous pouvez faire des dons, partager l'information aux scientifiques, aux gens qui font partie des divers paliers gouvernementaux, pour voir qu'effectivement, qu'il y a une réalité derrière tout ça et des chercheurs sérieux. On l'a démontré aujourd'hui et on ne l'a pas annoncé encore, mais l'événement d'aujourd'hui, puisqu'on répondait finalement même pas au rapport complet du Pentagone, nous l'attendons toujours et il devrait sortir cet automne. Nous avons simplement répondu au rapport préliminaire en mettant des points sur les i, en mettant de l'avant que jusqu'à maintenant, la réponse du Pentagone est totalement insatisfaisante. On a pu avoir de nombreux points de vue aujourd'hui. Alors, sait-on jamais, peut-être que l'événement rebondira ici même au cours de l'automne ou de début de l'année prochaine face aux révélations imminentes qui s'en viennent de la part de la superpuissance, les États-Unis d'Amérique. Merci à tous. Merci. Yeah. OK. Pip, pip, pip. C'est dans ce climat de franche camaraderie que s'est terminée cette rencontre exceptionnelle. C'était le Vidéo Randia du samedi soir. Directement de Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal, au Québec, Canada. Nous étions le samedi 28 août 2021 pour le Vidéo Randia numéro 35. Conception, animation et montage, Richard Glenn. L'ésotéristes du Nouveau Monde. Nos invités, Yann Vannet, André Pitt et Caroline Mayou. Pour les abonnés au club créé du mois de septembre, il y a les confidences de André Pitre en coulisses. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant. Le lien est ici disponible juste en bas du Vidéo Randia, ici sur YouTube. Premier commentaire épinglé. La conception du nouveau site du club créé, Monsieur François Deschamps, webmaître. Et dans le club créé, comme je viens de vous le dire, il y a une rencontre fort intimiste avec Monsieur André Pitre, qui nous dit des choses assez surprenantes. Dans le club créé pour les abonnés du mois de septembre. Merci de votre attention et au plaisir de lire vos commentaires ici sous le Vidéo Randia de YouTube
non seulement le samedi soir dans la présentation en première, sans commanditaire, et aussi par après, comme le cœur vous le dit. Merci pour les pouces par en haut et merci d'être abonné au Club Créé. À bientôt.